Bonjour à tous et bienvenue sur Happy Psy et Auteur, le podcast pour oser être vous et oser vivre vos rêves. Je suis Laurence Flaise-Renaudin, auteure, podcasteuse et psy-optimiste. Je fusionne les mots et les émotions. J'interviewe des personnes inspirantes et je fais danser les mots quand Alexia fait parler les livres. Ensemble, nous vous aidons à révéler les ressources qui sont en vous pour être bien. Parce qu'être bien, ça change tout. Bonjour à tous et bonjour Ingrid, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. Une rencontre impromptue lorsque je suis allée au Festival des auteurs de Gatineau. Tu étais en face de mon stand et j'ai vu Rencontre des auteurs francophones et j'ai trouvé ça extraordinaire de te croiser là-bas puisque bien sûr j'en fais partie aussi et j'ai trouvé ce clin d'œil magnifique et donc j'ai eu envie de t'inviter puis on a énormément papoté du coup au salon. Je sais que tu écris plus pour les enfants par rapport à ta fille et que tu as créé tout un Oui, univers autour de Marshall. c'est Et ça. tu avais un très beau t-shirt d'ailleurs lors du salon. J'ai trouvé ça. J'ai trouvé l'idée géniale d'ailleurs. Je me suis dit, waouh, quelle créativité. Donc, je vais te laisser te présenter. Bonjour Laurence, bonjour à tous. Donc je m'appelle Ingrid, j'ai 42 ans, ou 41 et bientôt 42. Voilà, je suis maman de deux enfants qui sont des enfants atypiques, dirons-nous. Ça fait quelques années que ma fille a été diagnostiquée, mon fils non, mais on sait qu'il est aussi dans le monde de l'atypisme. Là, il a des soucis au niveau du graphisme, pardon. Et l'ergothérapeute me dit, ah, vous penseriez pas qu'il serait un peu sur le spectre de l'autisme? Donc voilà, j'ai deux enfants différents. Je vis au Canada depuis 7 ans. Je suis française à l'origine, comme vous pouvez entendre à mon accent. Voilà, on a décidé de partir au Canada suite à un coup de cœur avec le Canada il y a, je pense, une dizaine d'années. Et en fait, mon mari a eu cette opportunité, donc on s'est dit pourquoi pas, allons-y. Et c'est vrai que j'ai vu mes enfants se transformer et franchement, même nous, on a pu profiter, créer des choses. Honnêtement, dans ce pays, il n'y a pas de limite à ce que tu veux faire. Tu as envie de créer ton entreprise, tu as envie d'écrire un livre, tu as envie de créer ton business de bijoux, de tout ce que tu veux, tu peux. Il n'y a vraiment pas de frein que ce soit administratif, économique, etc. Oui. Donc voilà, j'ai écrit mon premier livre pour enfants de mémoire il y a 2 ans, 3 ans, je ne sais plus. Mon petit Marshall. Absolument. Donc, donc voilà, c'était quelque chose que j'avais en tête depuis un certain nombre de temps parce qu'en fait, à l'époque du diagnostic de ma fille, donc pour situer, ma fille va avoir 16 ans l'année prochaine. Elle a été diagnostiquée il y a une dizaine d'années en France. Et en fait, je trouvais pas à l'époque comment dire, de livres qui expliquaient l'autisme à un enfant, mais d'une façon très légère, une petite histoire, pas un livre technique où on t'explique, tiens, tu es autiste, tu es ça, tu as ça comme symptôme, enfin symptôme, j'aime pas trop ce mot-là, mais particularité, on va dire. Oui. Donc, ça m'était venu comme ça et au fil du temps, oh, tiens, j'avais mis des petites idées comme ça sur des cahiers, des choses, etc. Et en fait, ce qui m'a vraiment décidé, c'est un événement un peu triste, c'est que j'ai perdu mon papa d'une manière très soudaine. Il a fait une crise cardiaque à l'âge de 70 ans. Et en fait, je me suis dit, après ça, la vie peut être très courte. Bon, il a quand même eu 70 ans, mais la vie peut être courte, elle peut s'arrêter du jour au lendemain. Donc, tu as envie tu rêves de ça, comme tu dis dans ton podcast. Et je me suis dit, il faut vraiment que je le fasse parce que c'est le moment. Il ne faut pas que je perde de temps dans la vie parce qu'on ne sait jamais ce qui va se passer. Oui, cet événement tragique t'a amené à oser finalement te réaliser. Oui, Je crois que ces oui, oui. événements qui viennent nous bousculer nous font prendre aussi conscience que du jour au lendemain, tout peut s'arrêter et que remettre toujours à plus tard n'arrive peut-être jamais. Voilà, exactement, tout à fait. C'est ce que je me suis dit, c'est exactement ça. C'est en fait, oui, j'ai le temps, oui, le quotidien, c'est vrai, quand on a des enfants, la routine, les journées passent vite, les semaines, les mois. Et en fait, ça m'a arrêté dans mon quotidien comme ça du jour au lendemain. Je me dis, oh, ce qui est touchant, c'est qu'en plus, le jour de son décès, il ne savait pas qu'il allait mourir, mon père. Mais en fait, il a dit à son ami, on n'a qu'une vie, il faut en profiter. Et Mhm. en fait, je me suis dit, c'est vraiment, j'essaye de garder ça en tête depuis son décès en me disant, voilà, n'oublie pas ce que ton père a dit, on n'a qu'une vie, il faut en profiter, il faut la vivre pleinement. Oui. Et la vie, c'est pas dans le passé et c'est pas dans le futur.
Ouais, C'est à exactement. l'instant T, en fait. On a tous des projets et Dieu merci, ça nous fait avancer, ça nous donne des objectifs. Et sans objectifs, on ne va pas vraiment Tout à loin. fait. Mais regarder trop derrière ou regarder trop devant, dans le présent, on ne fait pas grand-chose. Et après, on se dit, oh là là, j'ai gaspillé tout ce temps. Enfin, moi, je le vis comme un Exactement. gaspillage parce que c'est du temps dont je n'ai pas profité. Exact. Oui, non, je suis tout à fait d'accord. C'est vraiment, j'essaye. Bon, c'est vrai qu'après, voilà, comme on disait, on a notre passé, on a nos angoisses, parce que je suis quelqu'un de très, très angoissé, très, très stressé dans la vie. C'est vrai que des fois, j'essaye justement de travailler sur mes peurs avec ma psychologue, etc. Puisque justement, mes peurs m'empêchent de profiter vraiment pleinement de l'instant présent. Et quand je profite des instants, tu vois, même comme notre échange ou comme les salons, comme quand je rencontre les lecteurs, etc., j'essaye de me dire à la fin de la journée, waouh, t'as profité, c'était un beau moment. Voilà, j'essaye quand même de faire une sorte de petit bilan à chaque fois que je fais quelque chose qui me sort un peu de ma routine, etc., qui a vraiment un moment impactant dans la vie pour réaliser que voilà, j'en ai profité. Je me suis pas posé de questions sur oula, qu'est-ce qui va se passer tout à l'heure, qu'est-ce qui va se passer demain, ou oui, bon, bah, il y a quelques années, j'étais pas comme ça, etc. Vraiment profiter de l'instant, quoi. Oui, pour savourer chaque moment, quelles que soient les journées que je vis, parce qu'elles ne sont pas toutes optimales. La vie, sinon, ce serait un long fleuve tranquille et c'est pas le cas. Non, Moi, je tiens un journal de gratitude et tous les soirs, je me je fais demande pareil. qu'est-ce qui a été positif aujourd'hui, qu'est-ce qui t'a fait vibrer, même dans cette journée. Je vais rester polie. Mais, Oui, oui, je vois bien l'idée. et c'est vrai que de se poser cette question, ben, que ce soit des peurs qui t'aient empêché de faire quelque chose, ben, tu te dis, ouais, j'ai quand même savouré mon thé au soleil, j'ai rencontré telle personne, c'était sympa, j'ai écouté un podcast, j'ai fait ci, et ça t'oblige à regarder finalement et à te reconnecter surtout à ce moment présent là. On le fait avec un petit peu de recul, puisque moi je le fais le soir, mais c'est quand même Oui. la même journée. Mais progressivement, mon regard a changé. Parce que dans la journée, je me dis, connecte-toi là, qu'est-ce que tu vas dire ce soir? Donc c'est un... Ouais, non, c'est exactement. Bah, en fait, je fais comme toi. C'est bien. Justement, c'est ma psy qui me l'avait conseillé parce que avec beaucoup de peur, j'ai un cerveau très anxieux et du coup, on voit toujours le négatif en fait de Oui, tout et on voit que ça. Et en fait, chaque soir, je le fais. Je remercie ben, l'univers, je remercie la terre pour tout ce qu'ils font pour nous toute la journée. Et en fait, après, je fais le bilan de ma journée. Et en fait, chaque soir, je me dis, bah, en fait, c'était pas si mal que ça. Il y a oui, toujours, voilà, il y a toujours quelque chose de positif dans le négatif ou dans une journée difficile. Tu vas trouver, il y aura forcément des moments positifs. Comme oui, on disait, c'est le principe du yin et du yang. Il y a toujours cette espèce d'équilibre et cette balance dans la vie. Quand oui. il t'arrive des choses très difficiles, comme par exemple la perte d'un être cher, une maladie, il y aura des moments positifs et tu vas en ressortir. Bon, après, maladie, c'est un peu différent, mais Oui, par un exemple, deuil, moi, une voilà. maladie, c'est Ouais. difficile sur l'instant de se dire le soir, qu'est-ce qui a été Voilà, positif tu fais du aujourd'hui. bilan de ta Il y journée. a, il y a quand même, voilà, faut relativiser. Dans ces cas-là, si je vis des événements tragiques, je vais parler de mes émotions, je vais les accueillir, je vais les écrire et je ne vais pas chercher ce qui est positif. Je vais Non, accueillir, non, au contraire, ce qui m'a submergé, ce qui m'a fait du mal, parce que c'est aussi important d'accueillir ce que l'on traverse. Je suis un peu contre ces injonctions à toujours être positif. oui, C'est pas possible. On peut pas être 100% positif dans une vie, mais accueillir pour ne pas rester dans le côté sombre en quelque sorte et oui, retrouver plus rapidement la lumière. c'est vrai, effectivement, oui, je suis d'accord. En plus, moi, je suis quelqu'un d'hypersensible, enfin, j'ai cette particularité-là dans l'alpinisme. Donc, je vis vraiment les choses intensément et je capte toutes les émotions des autres. Oui, Donc, des fois, pour moi, il faut que ça sorte, il faut que les absolument. émotions passent. Et je vois, c'est vrai que, bah, par exemple, pour l'exemple personnel du deuil de mon père, bah, les premiers temps, ça a été vraiment difficile. Enfin, j'étais dans une sorte de dépression, bah, tout était négatif, j'avais peur de tout. Heureusement que mon mari était là pour gérer le quotidien parce que j'étais pas. Mais j'ai mes enfants qui étaient là. Je me suis dit, c'est pas possible, tu peux pas t'écrouler comme ça parce que bah, ton avenir, c'est tes enfants. C'était normal de pleurer. Enfin, je leur ai toujours expliqué, on leur explique toujours que c'est normal de pleurer, c'est normal d'être en colère, c'est normal d'être joyeux. Enfin voilà, Oui, tout le panel des émotions, il faut les vivre et il faut en parler justement pour pas qu'elles restent coincées ici et oui, qu'elles ne sortent jamais. absolument. C'est vraiment important et libérateur surtout. Oui, tout Libérateur. à fait. Ouais, ouais. Le fait de les accueillir
pour mieux les digérer et les accepter ensuite, c'est pour moi les trois temps d'une émotion. Et un deuil a des phases, puis être très très triste en fait partie dans tous les cas, être en colère aussi, il y a plein Oui. de phases. Mais tout ça t'a amené finalement à franchir un cap que tu ne t'autorisais pas ou dont tu avais peur. Et je dirais que c'est pas un mal pour un bien parce que je ne me permettrai pas du tout. Quelque part, Eu du positif dans ça, tu vois ce que je veux dire, absolument. même si ça a été dramatique, ça m'a fait grandir, tu vois, exactement comme tu l'as dit. Et c'est la leçon que je tire de ça. La vie est courte, fais-le, avance. Enfin, voilà, comme on dit, il y a des jours sans et tout, parce que c'est la vie, c'est normal, quoi. Mais voilà, tu as un projet, essaye de le mener à bien parce que si c'est vraiment quelque chose que tu veux à l'intérieur de toi qui est vraiment profond, une envie, n'attends pas 10 ans pour le faire parce que peut-être que bah, tu n'y arriveras pas à ces 10 ans. Tu parlais de grandir à travers le deuil et je vais juste faire une parenthèse. Elisabeth Kubler-Ross, qui est une psychiatre américaine, a travaillé énormément sur les phases de deuil. Je ne sais pas si ta psychologue t'en a parlé, elle a dû t'en Non, parler. elle m'avait conseillé une autre, je sais plus le D'accord. nom, mais Il y a des phases. Il y a le déni. Il y a la perte elle-même, bien sûr, puis le déni et la colère, puis hmm. la tristesse, la peur. Il y a l'acceptation. Alors l'acceptation, le mot est fort. C'est pas wow, yes, youpi. Hein. Non, J'accepte. non, 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 c'est pas J'accepte que c'est ainsi et que je ne peux rien changer à rien ce y qui est fait. faire. Ouais. En quelque sorte, j'arrête de ramer à contre-courant parce que je ne peux pas changer ce qui est fait. Et elle a rajouté deux phases qui me semblent importantes, c'est le pardon, c'est-à-dire je me pardonne à moi de m'être peut-être fait autant souffrir. Je pardonne à l'autre d'être parti parce qu'un deuil, on peut en vouloir à l'autre de Oui, nous avoir abandonnés. Donc le pardon est dans ce sens. Et il y a la dernière phase qui est le cadeau. Et c'est ce que tu as exprimé. Tu as dit, j'ai grandi à travers ça. C'est ce qu'elle appelait le cadeau. On en retire quelque chose dans tous les cas. Donc c'est pour ça ouais. que je faisais cet aparté pour... Oui, non, non, c'est vraiment. Non, je suis d'accord. C'est vrai qu'il y a ce côté aussi parce que enfin, après, c'est tout dépend. Chacun le vit différemment. On peut pas. Moi, je parle de ma propre expérience. Je peux pas juger les autres sur leur deuil parce que voilà, chacun est différent avec son passé, avec tout ça, quoi. Mais le côté pardon, ça m'a fait même travailler parce que du coup, j'ai eu besoin de soutien parce que j'y arrivais pas toute seule. J'ai demandé à ma psy et en fait, ça a ouvert des portes sur des blessures d'enfance, sur des blessures d'adultes. Voilà, du coup, ça nous fait avancer. C'est une tristesse phénoménale parce que bah, on s'y attend pas, etc. Mais ça m'a fait grandir. Et j'aime toujours à dire cette petite légende à propos du deuil, cette légende autochtone ici au Canada. En fait, il y a une légende qui dit que, alors je ne sais pas comment ça s'appelle en France, nous on appelle ça les geais rouges ou les cardinaux. C'est des petits oiseaux rouges, tout rouges. Mhm. Et en fait, ils disent que si vous le voyez, c'est que c'est un être cher donc du paradis ou de l'au-delà qui vient vous voir et vous apporte son soutien. Et en fait, dans les moments où je me suis dit, ah oui, mon père est plus là, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Je peux plus lui parler. Eh ben, j'avais une petite visite d'un Mhm. petit cardinal quand je me promenais, etc. Ou dans les doutes, parce que j'ai eu des doutes après en me disant, est-ce que c'est vraiment ça que tu veux être auteur? Est-ce que tu veux vraiment écrire un livre? Et j'avais une petite visite quand je me promenais avec mes chiennes et tout. Et je me suis dit, OK, papa, tu es là, tu veilles sur moi et tu me dis que je suis sur le bon chemin. Voilà, ils sont très, les peuples autochtones, enfin, comme les peuples indiens d'Amérique, sont très liés aux animaux et aux esprits, etc. Oui, Et je trouve ça vraiment même réconfortant, quoi, parce que quand on a perdu quelqu'un, ben, la présence n'est absolument. plus là. Mais on sait que ben, ils sont là pour veiller sur nous et je l'ai vu régulièrement, je le vois de temps en temps quand voilà, j'ai besoin de le voir. Donc, je trouve ça vraiment mignon et touchant, quoi. Enfin, Ah, moi, j'y crois à 300% et c'est quelque chose qui, comme toi, me touche quand il y a ces signes qu'on peut recevoir. ouais. Et je suis allée au Mexique à plusieurs reprises puisque ma fille vit là-bas et mon gendre voulait vraiment que je vienne pour voir la fête des morts au Mexique, Oui, c'est vrai qu'il le qui est, célèbre, oui. qui est une fête incroyable. Et j'y suis allée avec ma culture et c'est vrai que je n'avais pas cette perception. Par contre, j'avais les mêmes croyances. Pour moi, les défunts ne partent pas complètement. Et j'ai vécu cette fête des morts au Mexique. J'en ai fait un article d'ailleurs sur mon blog. Ça m'a énormément touchée, mais dans le bon sens du terme, parce que Ouais. pour eux, la mort, c'est, oui, il y a la tristesse d'avoir perdu quelqu'un, mais ils peuvent pas être tristes longtemps parce que pour eux, la personne va être encore mieux. Là, oui. Et c'est pour ça qu'ils font la fête. Et c'est vraiment une très belle approche.
Et une très belle fête des morts. C'est ouais, une belle expérience à vivre. D'ailleurs, je crois, un dessin animé pour les enfants Coco, qui parle de cette fête. Oui, ouais, c'est ça, Coco. Coco, qui Je trouve ça reprend, vrai, ouais. qui reprend vraiment à 100% comment ça se passe. J'ai regardé le dessin animé après y avoir été. Et c'est vraiment ça, en fait. Ouais, non, non, c'est vraiment. Enfin, moi, je trouve ça vraiment. Et ça m'a fait du bien. Et je me suis dit, ouais, et tout, parce que je suis quand même. Enfin, j'étais assez cartésienne avant, je dirais. Mais de plus en plus, en vieillissant, je me rends compte que je suis très sensible à ça. Et par exemple, en tant qu'hypersensible, tu captes tellement de choses au niveau des énergies des gens, des ressentis, que tu te dis, bah, pourquoi ça n'existerait pas? Pourquoi les esprits de nos familles, de nos êtres aimés ne seraient pas loin de nous, veilleraient sur nous. Comme on disait avec ma psy, même si on ne croit pas à tout ça, on sait que la personne défunte est présente dans nos cœurs, dans nos souvenirs. Elle existera toujours Oui, à travers nous, en fait, quoi. dans tous les cas. Ouais, elle meurt peut-être physiquement, mais elle meurt pas dans notre cœur. Voilà, exactement. Bon, donc tout ça t'a amené à créer Marshall. Voilà, c'est ça, exactement. Est-ce que, donc tu dis que ça a été un déclic Ouais. puissant pour toi, mais malgré tout, Mm. est-ce que tu as eu des peurs au moment de le lancer? Oh oui, bah je pense comme beaucoup d'auteurs, c'est la peur le syndrome de l'imposteur, je crois qu'on appelle ça. Parce que bah, j'ai pas eu de formation littéraire, je suis pas voilà, Baudelaire, je suis pas Victor Hugo, quoi. J'ai créé un petit livre pour enfants. Donc il y a eu deux petites choses, je dirais. Il y a eu à la fin, quand j'ai reçu mon livre pour la première fois, je me suis dit, waouh, c'est un aboutissement. J'ai réussi à le faire. Mais c'est vrai qu'après, se sentir légitime en tant qu'auteur, c'est très compliqué. Parce que surtout, moi personnellement, je ne sais plus si je te l'avais dit tout à l'heure, mais comme je suis auteure indépendante, bah, j'ai pas de maison d'édition, j'ai pas, c'est moi qui gère ma promotion, etc. Je suis pas comme Granger, je suis pas comme Grimaldi, etc., quoi. Donc, c'est vrai que des fois, tu te compares, tu dis, ouais, est-ce que je suis vraiment à ma place? Est-ce que, voilà, est-ce que. Mais quand tu croises après, quand tu fais des salons, le premier salon, c'est tout. Oh là là, mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Comment les gens vont accueillir mon livre? Et quand tu as des retours de lecteurs, et puis notamment les enfants, quand ils sont accrochés à Marshall, où j'ai eu une amie, son fils lui a dit, ah, mais maman, je me retrouve dans Marshall, c'est moi et tout. Et je me suis dit, voilà, là, tu te sens légitime parce que tu dis, OK, j'ai réussi à faire mon livre. Et en fait, les gens, et surtout le public que tu recherches, aiment ce livre. Ils sont contents, ils sont heureux. J'ai même des grands-parents qui disaient, ah, j'adore l'histoire, la façon dont vous l'écrivez, c'est vraiment bien. C'est pas soutenu, mais pas trop simple non plus. C'est important, les mots, etc. Et c'est vrai que je trouve ça. C'est là où on se sent légitime, en fait, Mais, je pense, en tant qu'auteur. C'est quand les lecteurs nous disent, votre histoire m'interpelle, me plaît, et j'adore ce que vous avez fait, quoi. mais je pense que la légitimité, tu l'as pour avoir deux enfants qui traversent ça. Donc je pense que tu es tout à fait légitime pour pouvoir en parler, parce que tu en parles avec le cœur. Et je pense que c'est aussi pour ça que tes lecteurs sont tellement, se retrouvent dans ces livres, puisque c'est le cœur de la maman et en même temps la maman qui devient auteur. Tu as fait cet apprentissage avec le cœur. Donc pour moi, il y a Oui, une réelle légitimité. merci. Bah après, c'est vrai que j'avais fait un peu comme toi. Au départ, en fait, c'est vrai que si on parle de je dirais, ma carrière d'écriture, j'avais commencé à l'époque du diagnostic de ma fille. En fait, j'avais écrit un blog. Bon, j'écris moins souvent maintenant, mais au tout début, en fait, je voulais absolument partager ce qu'on ressentait parce que honnêtement, quand on l'a pas vécu, c'est un séisme dans la famille parce que, enfin, pas trop vis-à-vis de ma fille, mais mon mari, parce que mon mari a été diagnostiqué en même temps. Il a tout remis en question. La famille a été beaucoup ébranlée sur son équilibre et tout. Mais on s'en est sorti grandi, tu vois, on parle encore de l'expérience, Bien sûr. grandi par tout ça. On sait qui on est, tout le monde sait qui. Et en fait, j'avais besoin de partager des petites astuces, des choses, parce que c'est vrai que le quotidien avec un enfant atypique n'est pas toujours simple. Déjà qu'avec un enfant, je dirais, neurotypique, c'est pas toujours évident non plus. On devient parent en grandissant avec eux.
Mais voilà, il y a des choses, des particularités. Et puis, par exemple, pour parler personnellement du cas de ma fille, c'est une autiste de haut niveau, donc c'est l'ancien Asperger. Mhm. C'est-à-dire qu'en fait, elle fonctionne comme un enfant normal, entre guillemets. Ça ne se voit pas. Elle ne flappe pas ses côtés, ne fait pas comme ça, elle ne crie pas, elle ne se balance pas. Elle parle très bien, voire même mieux que certains ados de son âge. Mais voilà, elle a ses particularités qui ne se voient pas forcément, donc c'est parfois déroutant parce que les gens ne comprennent pas. Ils se disent Mhm. non, c'est pas possible, elle n'est pas autiste. Et j'avais déjà envie à l'époque de partager en disant oui, l'autisme, ça peut être une chose invisible, Oui. mais soyez alerte, les gens, que ce soit les parents, les grands-parents, les enseignants, parce que ben, si vous comprenez cet enfant-là, vous verrez que ce sera magique avec lui, quoi. Mhm. L'autisme a de multiples facettes. Oui. Encore Que quelque ce soit chose, ici un lancé. petit peu plus, mais c'est vrai qu'en France, à l'époque, c'était quelque chose de pas du tout connu. J'ai eu, par exemple, des réflexions de parents qui disaient à leurs enfants: «Oh, ne joue pas avec cette petite fille parce que tu pourrais attraper ce qu'elle a». Donc je me suis dit à Oui, l'époque, je me suis dit: «Ah, il y a vraiment beaucoup de travail à faire, quoi». oui, oui, oui. La différence fait peur. Oui, exactement. C'est ainsi. Donc, te voilà auteur. Tu as dépassé ce syndrome de l'imposteur avec Oui. toute ta légitimité. Tu as d'autres projets d'écriture en cours? Oui, alors j'en ai plein sur le sur le papier. En cours d'écriture, alors c'est tout à fait un autre, domaine, c'est la romance. Donc, Hmm. j'ai commencé à écrire une romance parce que je suis une fan inconditionnelle de comédies romantiques. C'est, ce que je lis le plus parce que c'est vraiment une lecture qui me fait du bien et puis je suis une romantique dans la vie donc voilà, donc je suis encore en train d'écrire ça. J'ai un autre projet en tête de plus, feel good, justement sur la comment on évolue par rapport à toutes nos peurs, à tous nos Mhm. traumatismes et cetera, donc par le biais d'une histoire et je réfléchis à une suite, bien sûr, à Marshall. Bien sûr. Voilà, donc pour aller un peu, bah, pour en dévoiler un petit peu sur les idées, pour aller, parce que là, en fait, mon Marshall s'arrête où il se pose la question, tiens, je suis différent, je suis peut-être autiste. Et je voudrais avancer un peu dans l'histoire de Marshall, à savoir bah, ce que le diagnostic justement apporte dans la vie de Marshall, comment ça se passe au début. Parce que par exemple, pour ma fille, ça a été, le diagnostic a été très folklorique, elle a été très cash avec le psychologue. Enfin, ça a été, ouais, il y a des petites anecdotes Hmm. comme ça que j'ai envie de partager. Et puis l'après, le fait qu'ils grandissent, bah, je réfléchis à quelque chose aussi pour les adolescents, parce que je Bien sûr. vis l'adolescence d'un enfant autiste, donc c'est encore autre chose. Déjà que c'est compliqué en temps normal. Puis bah, parce qu'il y a d'autres personnages aussi dans le livre. Je voudrais aussi travailler un peu justement sur toutes les différences qu'on peut faire, les neurodiférences qu'on Hmm. peut avoir, comme le TDAH, le HPI, voilà, des choses, les troubles de l'opposition, les troubles de l'attention. Enfin, voilà, avoir justement une sorte de petit fil conducteur où chacun pourrait s'y retrouver en fait. Bien sûr. Puis c'est intéressant, non seulement pour ceux qui ne sont pas concernés, c'est toujours Mm. un regard intéressant à avoir, un apprentissage, mais aussi justement pour les parents qui sont concernés, les enfants qui sont concernés et qui n'arrivent pas à mettre des mots. Ouais, Et je pense que ça peut venir éclairer quelque chose. C'est bravo, bravo merci. pour avoir fait ça. Non, on en parlait au salon de Gatineau et je trouvais que c'était à la fois moi, ce que j'avais ressenti, c'est que c'est courageux parce que c'est quand même parler de quelque chose qui te touche émotionnellement et qui plus est, comme tu le dis, que tu es hypersensible et on le sait, je le suis, c'est toujours les émotions sont décuplées et arriver à faire la part des choses à prendre du recul pour pouvoir aider, je trouve ce pas excessivement génial. Merci. Bon, j'ai été aidée quand même, hein, j'ai ma psy qui nous enfin la psy qui suit ma fille qui nous a suivis parce que, comme on disait, quand, le diagnostic est posé, ça met tout le temps bah, toute la Oui, famille dans une bien sûr. situation un peu perplexe, complexe. Bah, son petit frère, comprendre comment elle agit, c'est vrai que c'est des fois c'est particulier, elle est particulière avec son frère donc, il comprend et elle, le fait de grandir avec sachant qu'elle est différente et qu'elle est autiste, elle passe à travers certaines choses et elle comprend que c'est lié à sa différence. Par exemple, elle est très, très en décalage avec les autres adolescents de son âge. Elle ne comprend pas certains intérêts. Elle est là, mais pourquoi ils pensent à ça? Pourquoi ils font ça? Etc. Mais du coup, elle connaît la raison. Elle sait que elle, parce qu'elle est différente neurologiquement parlant,
honnêtement, c'est vrai que c'est difficile au départ, mais on s'en sort grandi. Et j'avais envie de, tu vois, de partager parce que c'est des enfants. Bah, tous les enfants sont magnifiques, mais elle a cette part d'innocence et de sincérité. J'espère qu'elle la regardera toute sa vie. Enfin, mon mari est comme ça, donc j'en doute pas trop, quoi. Mais c'est des gens authentiques, sincères, qui disent les choses, même si c'est pas toujours facile à entendre, quoi. Mais dans la société actuelle où il y a beaucoup de choses par rapport au regard des autres, à l'image que tu renvoies, etc., c'est vraiment des gens, pour moi, exceptionnels. Et je me sens chanceuse bah, d'avoir ce mari-là, d'avoir cette fille-là, d'avoir ce garçon aussi qui est comme moi, hypersensible et qui a un regard sur le monde vraiment différent. Et je trouve ça vraiment, voilà. Donc, tu vois, avoir ce côté négatif où les gens disent, ah oui, t'es handicapé, t'es parce que t'es autiste ou parce que t'es neurodivergent, etc. Je trouve ça tellement dommage de passer à côté de ces Et, personnes-là. et puis Voilà. très Oui. réducteur, parce que quand on les observe, ils ont beaucoup à nous apprendre. Exactement. Puis c'est voilà, t'es pas qu'une étiquette en fait Non, quoi. Voilà, non, ils en ont eu besoin personnellement pour toi comprendre ce bien qu'ils sûr. étaient. Mais ce que je dis à ma fille et ce que je lui répète souvent, c'est que ça n'est qu'une partie de toi. Et tu Voilà, n'es pas l'étiquette. L'étiquette voilà, vient te exactement. donner une idée de qui tu es à travers ces symptômes, mais elle ne te définit pas. Non. Ouais, non, non, c'est juste une aide, je pense, à mieux se comprendre et à, comment dire, à mieux comprendre ses limites, à trouver des techniques parce que par exemple, mon mari ne supporte pas d'être dans une pièce avec beaucoup de bruit, avec beaucoup de gens qui parlent, ça le fatigue beaucoup. Et en fait, il a appris certaines techniques pour justement se concentrer sur qu'une seule chose, enfin voilà, des choses qui l'aident à vivre dans la société parce que bah, tu es bien obligé d'interagir avec les autres. Tu es auteur à temps plein. Oui, bah en fait, j'ai plein, voilà, je suis auteur, comme je disais au Canada, tu peux voilà, avoir ton entreprise, donc j'ai mon petit business de traduction, je fais de la correction aussi, là, j'ai attaqué une correction d'un livre pour enfants, tu vois, je fais de la traduction, je fais un peu de l'administratif pour une cliente que j'ai depuis quelques années, enfin voilà, tu vois, D'accord. Tu je fais de suis la traduction en multitâche. anglais? Souvent, c'est plus anglais-français, Ah oui, d'accord. parce que ici, c'est le Oui, français, bon voilà, hein, c'est pas le niveau qu'on a nous en France, donc tout à il y a fait. pas mal d'entreprises ou de choses comme ça enfin, qui sont intéressées par un français un peu plus Hmm. soutenu. Donc Oui, oui. J'ai trouvé ça rigolo d'ailleurs. En étant à Ottawa, c'est beaucoup plus anglophone. Et ouais. il disait de franchir ce pont qui t'amène à Gatineau et c'était beaucoup plus francophone. Et, et je me disais, il suffit de traverser ce pont qui, je ne sais pas combien de kilomètres fait, mais c'est pas énorme. Non, il est pas très grand. Passe de l'anglais au français, ça m'a beaucoup amusé. Ouais, non, c'est vraiment fascinant parce que bah, par exemple, nous sur Ottawa, c'est quand même un peu plus francophone parce qu'on vivait à Toronto avant, qui est vraiment anglo, typiquement New York, quoi, c'est le New York canadien. Sur Ottawa, les gens parlent plus français que sur Toronto. Et c'est vraiment, moi, je trouve ça fascinant parce que j'y arrive pas encore au bout de 7 ans. Ce switch qu'ils arrivent à faire en très, très peu de secondes, parler français, anglais tout de Mm, suite. Et là, tu te dis, oh, waouh. mm. Ouais, ouais. Je trouve ça vraiment super enrichissant, quoi, d'avoir ce. C'est pour ça aussi que le Canada nous intéressait à la différence des États-Unis, c'est que tu gardes vraiment ce côté bilingue et cette histoire. Enfin voilà, Oui. même si c'est pas toujours évident dans certains côtés du Canada anglais, mais avoir cette richesse. Je vois par exemple mes enfants, mon fils, ma fille, elle a encore un peu l'accent français quand elle parle anglais, mais mon fils, tu dirais pas qu'il est français. C'est Mm, quand tu l'entends parler que mm. tu sais qu'il vient de France, que c'est pas un Québécois, Oui. par exemple. Mhm. Oui, oui, cet accent est quand même très prononcé, mais puis les expressions sont différentes aussi, donc Ah oui, oui, oula, oh mon Dieu, il y a des surprenant même des quiproquos fois. des fois, c'est Oui, waouh. Faut faire attention à ce que tu dis des fois. oui. Une belle qualité de vie pour toi au Canada. Et les hivers, tu t'es vite adapté. C'est ce qui me ferait peur. Je me dis, j'ai adoré Ottawa, j'ai vraiment adoré. J'ai trouvé cette ville apaisante. Ouais, Euh, j'ai vraiment. trouvé du respect, des valeurs, de la bienveillance partout. Et je me disais, mais y vivre à l'année, traverser l'hiver, c'est une question que je m'étais posée. Alors, moi aussi, hein, j'ai grandi dans le sud de la France, donc moi, les hivers, c'était à la plage, hein.
Ouais. Donc j'avoue que bon après je suis pas quelqu'un de j'aime pas trop la chaleur. Moi, je me verrais pas vivre sur une île, tout ça, etc. Mm. Bah, en fait, tu te rends compte que j'avoue que le premier hiver, oui, j'avais la grosse Canada Goose, là, le truc qui descend à -40, etc. Et au fil des années, en fait, au final, je porte un petit manteau l'hiver maintenant. Bah, un manteau chaud quand même. Il y a des jours où il fait froid, etc. Vraiment. Mais c'est pas si souvent que ça, quoi. On est quand même, nous, personnellement, bas, proche des États-Unis. Donc l'hiver est pas aussi rude que ce qu'on pense. Il y a peut-être 1 ou 2 jours, là, je me souviens de l'année dernière où j'ai dû aller chercher mon fils, il faisait -25 dehors. Bon, bah, t'as froid, mais les gens vivent avec, parce que du coup, t'as pas le choix. Tu Oui, vois, par exemple, je sais pas si tu as eu la chance d'aller à Montréal, mais Montréal, il y a une ville souterraine. tout à fait. J'ai fait Montréal il y a une quinzaine d'années en arrière. Voilà, c'est vraiment, ils s'adaptent parce que de toute façon, t'as pas le choix, hein, je veux dire, il y a certains, c'est surtout 1 ou 2 mois où il fait vraiment froid, janvier, février, où c'est vraiment froid. Mais par exemple, tu vois, on a adopté des huskies. Donc, c'est des chats d'hiver. On Mm. sort l'hiver. Enfin, on a les équipements qu'il faut. Tu vois, tout est adapté. Oui, Tu as des crampons, tu as des gants chauds, tu as tout ce qu'il faut. Tu as même des petites choses que tu peux mettre en cuir qui chauffent à l'intérieur des gants. Tu vois ce que je veux dire? ouais, Ils ouais, ouais. savent s'adapter à la vie. Et honnêtement, moi, j'ai jamais trop accroché avec la neige. Mais quand je vois les paysages, quand je me promène avec mes chiennes en forêt et tout, mais c'est juste waouh. Et ça, cet aspect très reposant, Mm. la neige, quand tu sors dehors et qu'il n'y a pas de bruit, c'est calme, c'est très relax. Enfin, moi, personnellement, Oui, oui, je qui suis comprends. quelqu'un de, voilà, de très stressé, angoissé, le fait que c'est beau, il y a du soleil, les jours où il fait soleil, tu as de la neige partout, c'est magnifique. Ouais. Tu dis, t'apprécies, tu regardes, t'apprécies, et c'est calme, c'est très relaxant, quoi. Ouais. Bon, après, dans le vide tous les jours, quand il faut pelleter, quand il faut nettoyer le driveway, bah, des fois, on est un petit peu agacé quand même. Voilà. J'imagine, j'imagine. Voilà. Quand tu as ce qu'on appelle des bordées de neige 3 fois dans la semaine et il faut sortir la machine. Mais tu vois, c'est pareil. Mon mari, il a une machine parce qu'il a des problèmes de dos, donc il peut pas à la pelle, c'est trop compliqué. Bah, on a une machine, tu sais, comme une grosse tondeuse là, qui tourne, qui fait de la neige sur le côté. Tu as des sociétés qui le font pour les personnes bah, notamment les personnes âgées, etc. Tu vois, il y a Voilà. tout un business autour. Oui, Et puis, par exemple, sur Ottawa, pour ceux qui aiment patiner, tu as le canal rideau qui gèle oui, normalement l'hiver. oui, j'ai Donc, vu hop, ça, les gens oui. vont patiner. Il y a des petites, tu sais, un peu comme les villages de Noël, là, les Ouais. petites baraques avec bah, les queues de castor, le chocolat chaud, le vin chaud. Tu vois, il y a une vie autour de ça. Par exemple, au Québec, je sais que ma mère vient toujours en hiver, souvent parce qu'il y a un festival des glaces à Québec, tu vois, par exemple. Il y a des choses qui sont faites pour que tu aimes l'hiver, en fait. Absolument. Mais après, c'est vrai que certaines personnes, je connais un Français que bah, c'était un ami d'école. Lui, ça faisait, je crois, je mens pas, 15 ans qu'il était au Québec. Et en fait, à un moment donné, il a dit, bon, j'en ai marre, la neige, ça me saoule, les hivers trop longs, etc. Et il est rentré. Après, c'est vraiment chacun le voit, mais il faut pas avoir trop peur non plus, parce que comme tout humain, tu sais t'adapter. Et je Oui. l'ai vu. Pourtant, moi, je suis, alors passe-moi l'expression, un cul gelé, comme dirait mon mari. Donc, j'ai souvent froid et tout. Mais en fait, tu vois, quand je sors l'hiver, bah, comme je suis équipée, que j'ai tout ce qu'il faut, bah, en fait, j'ai pas si froid que ça. Tu vois, je me suis un petit peu adaptée. Et au fil des hivers, bah, je mets des manteaux moins épais, quoi. Oui. Non, enfin, moi qui aime la nature et tout, enfin, c'est vraiment beau. Après, voilà, c'est le seule chose, je dirais qu'on s'imagine beaucoup de choses sur le Canada, mais c'est pas aussi carte postale que ce qu'on peut y penser. On est, tu vois, des Occidentaux comme eux, mais c'est pas du tout la même culture. Les codes sociaux sont très, très différents de l'Europe. Ça, c'est assez déroutant, surtout, bah, par exemple, comme des gens atypiques ou des autistes, etc. Mon mari a eu beaucoup de mal au départ parce qu'ils sont très politiquement corrects, même au travail. Et dire les choses, ben, ils aiment pas. Dire non, ils aiment pas. Donc, tu vois, c'est pas toujours simple. Oui, Une il faut fois que tu s'adapter. comprends, voilà, Oui. il Ben, faut, comme il faut s'adapter, quoi. voilà, quand on change de pays, on change de culture inévitablement et ça fait partie des adaptations. Donc, pour quelqu'un comme toi qui disait, je suis très anxieuse, j'ai beaucoup de peur, je trouve que tu en as dépassé beaucoup et tu intègres bien cette rubrique. Ils ont rêvé et ils ont osé parce qu'il y a des rêves et malgré tes peurs,
tu y vas. Il n'y a pas que l'écriture, finalement, il y a ce changement de Ouais, vie, non, s'adapter, parce que même si c'est pas simple, eh ben, tu t'adaptes, tu prends ce qu'il y a de meilleur. Tu nous parles de l'hiver et tu ne parles que du positif de l'hiver. Et je trouve que oui, bah, tu rêves et tu oses. Et c'est bien, c'est un bel exemple pour ce thème, en tout cas. merci. Bon, après, après, je ne l'ai pas fait toute seule non plus. Il y a des choses que je fais toute seule, bah, comme l'écriture, mais c'est vrai que le fait d'être soutenue, bah, mon mari m'a toujours soutenue. Puis lui, il est tout à fait l'opposé de moi, c'est-à-dire, c'est vraiment le yin et le yang. Lui, c'est quelqu'un de très serein, il sait où il va. Enfin, il a été militaire, donc tu sais, les choses sont bien organisées, bien carrées et tout. Et c'est vrai que, bah, on a vécu cette aventure. Il y a eu des moments difficiles, hein, faut pas se mentir, une expatriation, partir comme ça. Et puis moi, personnellement, mon papa est décédé, je l'avais pas revu depuis que j'étais partie. Donc tu vois, il y a des choses, c'est pas toujours évident, hein. La famille, on les voit pas beaucoup, les amis non plus. On a perdu beaucoup de gens parce que bah, la distance fait que. Mais tu vois, voilà, il y a toujours de belles choses. Après, voilà, comme on disait, c'est pas l'Eldorado non plus, mais c'est une autre vie. Et maintenant, c'est notre vie, quoi. Après, ils ont vraiment, peut-être que tu vois, ça nous a déteint un peu sur nous, parce que les Français sont très pessimistes et très négatifs, hein. C'est notre réputation et c'est pas galvaudé des fois quand même. Mais justement, les Nord-Américains, et notamment les Canadiens, ont ce côté très positif. Ils essayent toujours de voir du positif dans Oui. tout. Oui, bah ouais, l'hiver est rude, mais tiens, bah, je fais des sorties, je fais du patin. Voilà, tu vois, ils sont très positifs dans la vie, quoi. Et c'est vrai que comme on disait, il faut pas non plus, je pense, ils ont un peu cette difficulté enfin, pas cette difficulté, cette chose de cacher le négatif. Je pense que c'est un peu négatif de faire ça, comme tu disais, il y a des moments moches, il y a des moments tristes, il y a des moments douloureux, donc il faut les accepter, mais il faut aussi essayer, voilà, de Oui, prendre un peu tu vois ce que je veux dire, faire un petit mélange, tu prends ta culture, tu prends ce que tu as oui. besoin chez l'autre, et tu fais ton mix voilà, quoi. Oui, tu t'appropries ce qui te convient, en quelque Exactement, ouais, c'est entre ça. ta propre culture et la culture du pays dans lequel Mm. tu vis. Et tu vas prendre le meilleur de chaque culture et c'est riche de cette façon. Ouais, non, c'est vraiment, je pense que, voilà, il y a des gens qui veulent le faire, faut pas trop hésiter. Après, faut être conscient de ce que ça implique, parce que Oui, c'est des gros changements. Moi, je veux dire, j'ai été stressée avant de partir pendant des semaines et des semaines. Tu vois ce que je veux dire? Ça a été physiquement et mentalement lourd. Mais après, voilà, tu vois, pareil, on a été bien accompagnés. C'était par l'entreprise de mon mari. Ils nous ont aidés à trouver un logement. Tu vois ce que je veux dire? Puis il y a eu oui, des moments de doute aussi où on s'est dit, à un moment donné, mon mari, au bout de 3, 4 mois, il a failli perdre son travail. Donc, tu es là, tu dis, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on fait? On va rentrer, mais on a tout vendu, tu sais, en France et tout. Alors, on s'est dit, oh mon Dieu. Mais les choses sont faites, tu vois. oui. Après, c'est t'y crois ou t'y crois pas, mais l'univers, le karma, nous a apporté les choses qui nous devaient nous apporter au moment où elles devaient être. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, j'y crois fortement à l'univers et puis bon, il est dit on attire ce que l'on pense, mais c'est peut-être un peu réducteur de le formuler de cette façon. Je faut Ouais. aussi que ça vibre parce que l'idée de penser juste pour penser, c'est pas suffisant. Mais oui, Non. oui, oui, et puis justement, il y a des fois où ça bloque parce que c'est pas le bon moment, parce que c'est pas ce que tu dois faire. Exactement. Et Ouais. ça aussi, j'ai appris à en tenir compte. J'ai pas toujours fait, mais j'ai bien Oui, bah compris nous, c'est avec le pareil, hein. temps Voilà. que On a quand quand même ça notre bloque, caractère, tout ça, quoi. il vaut mieux pas insister. Si tu avais un conseil à donner à nos auditeurs, ce serait quoi? Bah, je dirais oser. Voilà, après, c'est écouter son instinct, parce que moi, personnellement, je crois qu'on en avait parlé au salon. Tout à fait. J'écris uniquement quand j'ai envie d'écrire et que je me sens prête à écrire. Oui. Même si mon livre, par exemple, ma romance va mettre 1 an et demi pour sortir, et ben elle mettra 1 an et demi pour sortir. C'est aussi pour ça que j'ai choisi l'indépendance. Bon, c'est pas aussi parce que j'ai eu des noms aux maisons d'édition, j'ai même pas postulé. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Je voulais vraiment avoir cette liberté et pas cette pression de la maison d'édition qui te dit, tu vois, tu as une deadline, dans 3 mois, tu dois sortir un livre coûte que coûte. Je veux vraiment, voilà, je pense que pour moi, le conseil, ce serait ça, c'est vraiment suivre son instinct et se laisser guider par sa créativité, poser les mots qu'on a envie de poser au moment où on veut les poser. Voilà. Et moi, je serais même plus large. Je dirais que ça peut concerner tous nos auditeurs et pas seulement les auteurs, parce que suivre son instinct, quoi qu'on fasse,
c'est notre cœur, c'est notre cœur qui nous guide en fait. Et quand on rajoute le Ouais. mental, c'est là où on va se mettre des barrières. Je ne sais plus qui a créé la méthode des 5 secondes et j'adore cette méthode. C'est-à-dire que quand tu as envie de faire quelque chose, tu passes à l'action dans les 5 secondes pour éviter que ton mental ne vienne te perturber. Oh, ouais, c'est. Imagine que tu veuilles faire du sport. Ben, tu prépares à l'avance tes affaires et moi ça m'arrive très souvent quand je me dis bah, allez en rentrant du cabinet ce soir j'irai courir et puis c'est vrai qu'arrivé chez moi l'idée c'est- est partie mais je vois mes baskets, je vois mes affaires et je me dis non t'avais dit que t'irais donc tout de suite je me change et je pars. Mais si j'ai le malheur de m'asseoir dans le canapé, Ouais, elle va me c'est. dire oh, il est sympa ce canapé et si tu oh tant pis t'iras demain et du coup on passe pas à l'action mais c'est vrai pour tout. Moi, j'ai toujours un carnet ou ma tablette à côté de mon lit. Comme ça, si j'ai une idée, que je me réveille avec une idée, je la Oui, note tout de suite. Et je me dis pas, pareil. je le ferai demain. Donc, vraiment, la méthode des 5 secondes, quand tu tiens vraiment à faire quelque chose, c'est 5, 4, 3, 2, 1, go. Ouais, c'est vrai que je connaissais pas, mais oui, je suis à 100%. C'est vrai que même, tu vois, par exemple, c'est le même exemple que toi. Il y a des soirs où, parce que nous, nos chiennes, il faut qu'on les promène tous les jours, hein, étant donné que c'est des huskies, des chiens très actifs, quoi. Et en fait, des fois, c'est ce qu'on se dit avec mon mari, on se dit non, non, si je me pose, c'est fini. Je vais pas vouloir y aller. Alors qu'en fait, tu passes un bon moment parce que tu es en pleine nature. Justement, même au niveau créativité, c'est super bon parce que tu captes l'énergie ambiante, tu t'aères, tu vois, au niveau cérébral, c'est super bon, quoi. Mais le Mais tu plus vois, je dur, fais exactement. Oui, pardon. le plus dur, c'est le coup de pied aux fesses. C'est le fait de... Ouais, exactement. C'est pas l'action elle-même, c'est le fait de dire, faut que j'y aille, faut que je fasse ça. C'est Alors que ça. si tu le fais dans les 5 secondes, tu n'as même pas ce temps de souffler, en fait. Ouais. Ouais, non, non, je pense que c'est une bonne. Mais tu vois, je fais pareil que toi, c'est-à-dire que moi, j'ai mon téléphone à côté de moi la nuit, etc. Hop, si Ah j'ai oui. une idée qui me vient, je la note tout de suite parce qu'en plus, je vais être avec mon cerveau un peu anxieux et atypique, je vais être là. Non, non, faut pas que j'oublie l'idée, faut pas que j'oublie l'idée. Donc, je vais avoir tendance à mal dormir et en fait, je vais l'oublier, l'idée. Mais dans tous les cas, on l'oublie. Enfin, moi, Voilà. personnellement, alors je la note, mais je relis pas forcément le matin. Et des fois, Non, je regarde mes notes dans la tablette ou je me dis, waouh, mais j'ai écrit ça, mais c'est vrai, j'avais oublié. Et j'avais même ouais, oublié que j'avais écrit, tu vois. ouais, Et, ouais, mais oui, la méthode des 5 secondes est vraiment une méthode. Je retrouverai le nom, je le mettrai dans le commentaire de la présentation du podcast parce que c'est dommage de ne pas citer quand même la personne qu'en est à ouais. l'origine. Non, non, c'est vraiment, je pense, Elle a fait une un bonne livre façon de faire. d'ailleurs que j'ai lu et que j'ai beaucoup aimé et je le citerai dans les commentaires. Mais c'est une méthode, j'ai lu ce livre et je me suis dit, mais oui, et je me suis approprié la méthode parce que ça Ouais. évite la procrastination d'une part. Oui, et puis par exemple, chez les autistes, la procrastination, je dirais, c'est une qualité que tous les autistes ont. Mon mari est un Eh oui. procrastinateur. Oh là Oui. là, mon Dieu, c'est. Moi, j'ai une tendance. Donc, du coup, c'est vrai que je me facilite la vie, c'est-à-dire que quand je veux, le soir, je vais mettre vraiment mes objectifs du lendemain de façon à ne pas me lever en me disant, bon, c'est quoi que j'ai à faire aujourd'hui? Et Ouais, parce que si je pars là-dessus, je vais il procrastiner. Alors, fait même rien. quand Ouais, c'est oui, une c'est. routine, je me dis, bon, allez, 5, 4, 3, 2, hop, tu t'y mets. Il y a pas de mental qui m'arrête. Ouais, non, non, c'est vrai. Moi, par exemple, maintenant, pour éviter la surcharge mentale, parce que ça aussi, c'est une autre chose que beaucoup de femmes ont, hein, notamment. Et en plus, quand tu es auteur ou quand tu as un métier créatif, tu as beaucoup d'idées en Oui, plus bien de la sûr. surcharge. Et en fait, j'ai une application, bon, je ne sais pas si vous l'avez en France, c'est Todoist. Et en fait, c'est une application où tu listes tout ce que tu as à faire dans la journée et tu Mm, coches en fait quand tu les as ouais, fait. Et c'est vrai que ça me fait du bien parce que je pose en fait toutes les petites choses parasites que mm, tu peux avoir, aller chercher des enfants, rentrer ça sur ton budget, envoyer ta mm. facture à ton client, des choses comme ça. Et tu peux te concentrer vraiment sur ce que tu as envie de faire la journée. Et quand tu es à une tâche, tu es à une tâche, quoi. Voilà. Oui, oui, oui. Bon, mais c'est un plaisir de partager tout ça, tu vois, que d'interviewer des auteurs, enfin d'interviewer, je n'aime pas ce terme, de parler, d'échanger avec un auteur, Ouais. on arrive à des sujets qui sont pas toujours liés au métier d'auteur. En fait, Non, c'est vrai. c'est pour ça que je l'ai appelé papotage et confidence, parce que oui, auteur, ben, comme on le disait, c'est une étiquette, mais on n'est pas qu'une étiquette. L'étiquette, non. Et c'est ce que j'avais envie d'explorer à travers ce podcast. Et merci, merci parce que tu as amené ça.
et c'était très agréable d'échanger avec toi. Bah, merci à toi, hein. Moi aussi, j'ai passé un très bon moment à discuter. Bah, justement, voilà, moi, j'aime ça parce que voilà, ça part dans tous les sens. Et puis, je pense que chaque auteur ou chaque personne a sa propre façon d'agir. Et puis, voilà, comme on disait, la créativité, c'est ce qui fait partie de toi. Ce que je veux dire, c'est pas comme un métier où tu as 7, 8, 8 heures de travail par jour. La créativité, c'est tout le temps, quoi. C'est quand tu as cet esprit-là et ce métier-là. Moi, je vois, voilà, comme on dit, j'ai des idées partout. Des fois, en allant chercher mon fils à l'école, j'ai, ah tiens, ah bah, ouais, hop là, il y a un truc qui m'a fait tilt dans la tête. Voilà, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ça fait Je partie de vois. nous, quoi. Ouais. Je vois. J'étais avec ma fille en vacances à Holbox. C'est une île à quelques heures de Cancun. Et on marchait dans l'eau. Et il me venait des idées pour mon roman en cours. Et je disais à ma fille, oh là là, mais je peux pas noter. Elle m'a dit, mais tu as un téléphone. Dicte Ouais. sur ton téléphone. Et je n'ai pas le réflexe de dicter. Non, moi non Et, plus. et c'est vrai que, alors du coup, j'ai pris mon téléphone et je dictais. Ça me faisait très bizarre d'ailleurs. Mais ça vient partout, ça vient tout le temps. Et je crois, Ouais. moi en tout cas, elle vient vraiment quand je vais marcher, quand je vais courir, quand je conduis aussi. C'est un peu plus délicat parce que là, je peux pas Oui, m'arrêter. bah là, oui, c'est non. Et j'accueille et j'adore ces moments. Ouais. Bah, tu vois, par exemple, on en parlait parce que mon fils est très créatif aussi. Et en fait, il a beaucoup de mal à s'endormir. Et en fait, ma psy nous expliquait que les esprits créatifs, comme ça, justement, quand il n'y a rien, aucun stimuli dans tu sais, genre un papier à faire, quelqu'un qui te parle, en fait, c'est là où la créativité éclate et éclot. Mm. Parce qu'en fait, toutes les idées peuvent te venir parce qu'il n'y a pas de parasites, quoi. Et c'est vrai que c'est dans ces moments, justement, en forêt ou quand tu te promènes, bah, si tu as la plage ou les choses comme ça, c'est nature, il n'y a rien autour et du coup, ça permet vraiment Oui. voilà. Un autre conseil pour les auteurs, allez Mm. dans la nature, marchez ou Mais trouvez-vous des moments de calme et vous verrez que ça vient tout seul, quoi. c'est complètement ça. Tu as vu que pour les rencontres des auteurs francophones, il y a un appel à texte sur la Méditerranée. Et je n'avais aucune inspiration sur ce texte. Et j'étais en Bretagne, j'ai fait une retraite la semaine dernière. Et à midi, j'ai pas voulu manger avec tout le monde. J'avais besoin de partir marcher au bord de l'océan. Et je me suis assise au soleil pour manger un sandwich. Et là, j'ai écrit mon texte. L'idée. Mais c'est quand même fou d'aller chercher l'océan pour écrire sur la Méditerranée alors que j'y suis Oui, en oui. permanence. Mais c'est pas. Mais ce moment était propice et ça m'a inspiré Oui. plein de choses. Et j'ai écrit sur mon téléphone parce que eh ben, c'est venu à ce moment-là et je ne cherchais même Ouais. pas à écrire de toute façon. Oui, mais des fois, enfin, moi, je trouve que c'est les mêmes, si tu fais l'analyse un peu des choses, je pense, les meilleures idées que tu peux avoir, elles arrivent comme ça, en fait. C'est vraiment, tu Oui, sais pas d'où ça vient et hop, ça surgit dans un moment justement de calme où hop, l'idée vient et elle a la possibilité d'apparaître. Et je pense qu'il faut vraiment noter. Et puis, le fait de noter, ça vraiment décharge le cerveau parce oui. que voilà, tu te dis, ah, j'ai l'idée, j'ai l'idée, j'ai l'idée, il faut pas que je la perde, faut pas que je la perde, faut que je la garde. Et en fait, le fait de l'avoir posée sur ton téléphone, ouf, Mais tu vois, pour heureusement, des... mais Ouais, heureusement parce que je ne m'en serais pas souvenu le soir. non. C'est une Non, certitude. C'est une je certitude. sais que par exemple, dans mon sac, j'ai même un petit cahier parce qu'on sait jamais, je prends le téléphone s'il tombe en panne ou je sais pas où il n'est pas à portée de main. Hop là, tu vois, c'est un cerveau anxieux, hein, Oui, je te le dis. Hein. Tu oui, sais, moi, oui, je oui, prévois plein de je choses. ne me permettais pas de le dire, mais je le pensais. Je me dis, c'est bon, on voit bien le cerveau anxieux. Elle imagine tous les scénarios possibles. Mais Donc c'est voilà, tu vois, bien. j'ai mon petit cahier et tout, au cas où, voilà, je sais que j'ai les supports qui vont bien, donc ouf. Mais tu te respectes tu as accueilli ton anxiété et tu vis avec, et tu te respectes avec, et tu mets Ouais. ce qui te fait Mais de du toute bien. façon, Et entre guillemets, tu peux pas, ce qu'on disait avec ma psy, c'est que tu ne peux pas faire autrement. Bah, une fois, parce que des fois, je me disais, oui, mais j'en ai marre d'être anxieuse et tout. Je lui dis, mais vous n'avez pas quelque chose? Elle me dit, mais de toute façon, ça fait partie de vous. Elle me dit, vous ne pourrez pas être différente. Vous pourrez vivre avec et c'est ça. savoir la gérer, Mm, mais c'est tout. c'est C'est ça. parce que, voilà, votre construction a été faite comme ça, votre vie a été faite comme ça, votre passé, c'est ce qui a fait de vous que vous êtes ça. Et votre cerveau anxieux a des intérêts aussi. Et oui. C'est- Il vous aide justement à avoir ces options au niveau de la tête, etc. Enfin, des choses à Et, préparer, à être et- organisé. et quand tu accueilles qui tu es finalement, tu mets en place des outils qui viennent Oui, t'aider. Et dans cette hypersensibilité également, on oui, apprend à vivre avec parce qu'on ne l'enlèvera pas.
et on met nos propres outils, ce qui nous fait du bien en place et puis moi, l'écriture a été là depuis longtemps, pas l'écriture auteur, mais l'écriture pour poser Ouais, moi aussi. justement toutes ces émotions. Donc, on apprend à vivre avec. Bon, on pourrait échanger pendant des heures sur tout ça. On refera un podcast spécifique. On pourra faire un podcast d'ailleurs sur l'hypersensibilité, si tu veux, sur Ah notre oui, oui, chaîne pas de de souci, podcast. avec grand plaisir, J'ai ouais. une rubrique secret de psy et j'interviewe maintenant des gens qui Ok. viennent partager une expérience. Là, j'ai deux personnes qui vont parler de résilience par rapport à leur vécu et des chocs qu'ils ont traversés. Donc, je me suis dit que je vais l'élargir aussi à d'autres thèmes. Donc, oui, Ouais, non, non, c'est vraiment intéressant. Oui, oui, avec grand plaisir. parce Je que je reviendrai trouve que dans parler. les partages de vie, Ouais, on offre beaucoup d'outils oui. qui deviennent beaucoup plus limpides aussi parce que, oui, ben moi je suis comme ça, mais elle a réussi et donc je peux réussir aussi. C'est exactement ça. Puis des fois, tu te dis, oh, oh, ça, cette méthode-là, ouais, je sais pas trop, peut-être. Et en fait, quand bah, plusieurs personnes parlent de bah, cette particularité, par exemple de l'hypersensibilité, tu dis, ah ok, donc ok, elle fonctionne comme ça. Ah oui, effectivement, moi aussi, j'ai ce genre de problème. Tiens, je vais peut-être essayer sa méthode. Ah tiens, ça marche ou ça marche pas. Ça te permet d'avoir un Complètement. florilège d'outils. Et puis, honnêtement, tu vois, je l'ai vécu avec l'autisme et tout parce que j'ai eu des parents. J'ai même une dame d'un certain âge qui m'a dit ton blog m'a fait vraiment du bien parce que je me suis retrouvée et j'ai compris qui j'étais. C'est vrai que ça permet de partager avec des gens qui sont comme toi et qui Oui, comprennent ce que tu vis. Parce oui, que quand tu parles, souvent, tu vois, l'hypersensibilité, on le superpose à l'hyperémotivité. C'est quand même différent. Il y a une certaine nuance, mais les gens ne le comprennent pas. Ils se disent, oh là, tu pleures devant les films. Oui, je pleure devant les films, mais il n'y a pas que ça, quoi. mais Tu vois pas ce que je que. veux dire? Et il n'y a pas Ouais. que l'émotivité d'ailleurs, il y a la Non. sensibilité à la lumière, il y Ouais. a la sensibilité aux odeurs, il y a Ouais. Pareil. énormément voilà, de critères aussi. C'est réducteur de le ramener qu'aux émotions, même si c'est ce qu'on voit en priorité. Oui, oui, Bon, c'est vrai. ben écoute, on se retrouve bientôt sur l'autre podcast. Avec grand plaisir. Et moi, je retrouve mes auteurs la semaine prochaine avec un nouvel invité. Merci beaucoup, Ingrid, pour ce temps que tu nous as accordé et qui a filé à toute allure. Bah, merci à toi. Infiniment. Et puis, à très bientôt. À très bientôt.